Salut à tous, notre invité du week-end va répondre à mes questions depuis la Polynésie. C'est un acteur, chanteur, compositeur de talent. On est très heureux qu'il ait accepté de participer à l'émission. Bonjour Pierre Cosso. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Très bien, et toi alors, comment va la vie en Polynésie? Écoute, là il est 6 heures du matin avec le décalage horaire. Donc moi je suis quelqu'un d'assez matinal, je me lève tous les jours à 5h30. On vit beaucoup avec le soleil ici en Oui, c'est ce que Polynésie. tu m'avais dit. Donc voilà, Ouais. ici tout va bien, une belle journée. Pour nous, on va dire que l'été austral est en train de commencer. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il commence à faire un peu plus chaud. Voilà, les baleines sont encore là. Voilà, c'est un vrai paradis ici. Ouais, c'est génial. Alors Pierre, tout le monde s'en souvient, tu as été révélé par la Boom 2 en 1982, où tu jouais le petit ami de Sophie Marceau. Quel souvenir tu gardes de ce tournage? On va dire un souvenir lointain. Ah oui. Il y a beaucoup d'eau qui sont passées sous les étraves de mon bateau depuis. Oui. Bon souvenir. Un bon souvenir, pour moi, c'était des bonnes vacances, parce qu'à l'époque où j'étais choisi pour interpréter le rôle de Philippe dans la Boom 2, j'étais absolument pas comédien, et c'était pour moi l'occasion de passer de bonnes vacances. Et c'est après le tournage que je me suis rendu compte de l'étendue de ce que je devais apprendre en tant que comédien, et je suis vraiment devenu comédien en prenant des cours et en ayant cette carrière ensuite. Oui, puisque tu as enchaîné pas mal de films au cinéma, donc en France, en Italie, aux États-Unis. Peut-être parmi tes prestations les plus remarquées, il y a eu Le Loup-garou de Paris, non? Ça a été un rôle marquant. Le Loup-garou de Paris, pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que j'y interprète vraiment un rôle de composition, puisque je joue le rôle d'un skinhead. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote, c'est que donc j'ai passé le casting quand ils m'ont proposé de passer le casting pour jouer le rôle de Claude dans Le Loup-garou de Paris. Oui. Je me disais quand même ils ont de l'imagination, parce que bon, on avait plutôt tendance à m'utiliser comme jeune premier. Donc je passe les essais, Oui. je réussis les essais, donc je suis engagé pour ce film. Et le dernier jour de tournage, je suis avec le directeur de casting dans la voiture pour rentrer chez moi, et je lui dis mais quand même. Tu as eu beaucoup d'imagination en m'appelant pour le rôle de Claude. Et il me dit, mais tu avais déjà joué le rôle d'un skinhead. Je dis, mais quand ça? Mais dans le Cordier Plique. Ah, je dis, non, là, c'était pas moi, c'était Clovis Cornillac. Ah oui, donc, d'accord, en fait, il avait confondu. Il m'a confondu avec Clovis, qui m'avait appelé. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, merci Clovis. Merci Clovis. À la télé, il y a eu également donc les sagas estivales, Les Cœurs brûlés, Les Yeux d'Hélène, qui ont beaucoup contribué, non, à ta popularité aussi. Oui, en fait, Les Yeux d'Hélène, Les Cœurs brûlés avec Mireille d'Arc, ce sont vraiment les séries qui m'ont remis en selle, on va dire, en France, parce que j'ai eu une période où pendant 2 ans, je n'ai pas tourné, vraiment aucun tournage, donc c'est assez flippant quand on est comédien, parce que d'un côté, on mange des pâtes parce que on n'a plus beaucoup d'argent, Oui, oui. et de l'autre côté, on continue à signer des autographes dans la rue. Et c'est Jean Sagols qui m'a permis de remettre le pied à l'étrier en me faisant passer le casting pour le rôle de Christian dans Les Cœurs brûlés. Un beau et rôle. puis après, Ouais. c'est reparti. Donc ensuite, pour toi, il y a eu une série policière sur TF1, Flic de choc, avec le regretté Tiki Olgado. Oui, qu'est-ce qu'elle évoque, cette série, pour toi? C'était l'époque où TF1 lançait plein de séries policières. Et en fait, la série s'est arrêtée parce que il y a eu une brouille interne à TF1 entre Flic de choc et les Bœufs Carottes. Je devais jouer le rôle principal dans les Bœufs Carottes avec Jean Rochefort. Et il se trouve que on pouvait pas tourner 2 séries en même temps. Et en fait, à l'époque, il y avait 2 responsables de la fiction. Il y avait Monsieur de Givray et puis je ne sais plus qui, voilà, à TF1. Et l'un comme l'autre me voulait absolument pour la série. Et puis ça fait une brouille interne et du coup, la série s'est arrêtée, j'ai pas fait les Bœufs Carottes. Pierre, entre 2000 et 2002, il y a le théâtre aussi avec Ladies Night. Je pense que tu as pris du plaisir, non, avec ce projet? Alors là, carrément, parce que j'ai joué cette pièce non seulement à Paris, mais en province, en tournée, en Belgique, en Suisse, et donc c'était plus qu'une pièce de théâtre, on était presque... Il faut savoir que cette pièce, qui a donc reçu le Molière en 2001, mais Molière de la meilleure comédie, pour l'anecdote, moi j'ai repris le rôle de Manuel Blanc. Et quand j'ai passé le casting pour
pour reprendre son rôle. La pièce partait en tournée. Donc quand j'ai accepté, les metteurs en scène, parce qu'ils étaient 2 à l'époque, m'ont dit mais Pierre, il faut que tu saches une chose quand même, si tu acceptes, c'est que en fait la pièce démarre dans 15 jours. Donc tu as juste 15 jours pour apprendre la pièce. Je dis, bon ben, une pièce de plus de 2 heures, avec un peu de travail, c'est possible. Mais oui, mais attends, il y a autre chose. Tous les comédiens sont en vacances actuellement. Et donc, tu vas répéter sans eux et tu les rencontreras le jour de la première au Festival de Fréjus. Ah oui. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, si tout est possible, on sera là pour te faire répéter, tu auras une cassette vidéo. Donc, pour cette pièce, j'ai appris une pièce et répété une pièce seule pendant 15 jours. Et j'ai rencontré les comédiens le jour de la première, le matin de la première. C'est fort quand même. C'est fort. Voilà. Donc, waouh. Alors ça, c'était une expérience. Et donc, 1 an et demi sur la route. Et puis un succès énorme puisqu'on avait même des fans qui nous suivaient de ville en ville. C'était incroyable cette pièce parce que bon, tout le monde le sait, on se foutait à poil à la fin. On avait juste une petite casquette pour nous protéger qu'on balançait dans le noir que faisait le régisseur. Mais c'était aussi une pièce où on se mettait à poil humainement. Pierre, à côté de ton métier d'acteur, la musique a toujours eu une place importante dans ta vie? Oui, j'ai toujours une guitare à côté de moi. J'ai démarré la guitare, j'avais 14 ans. Le clavier, j'ai appris ça tout seul en autodidacte parce que ma mère était professeure de danse classique. Donc il y avait un vieux piano poussiéreux qui traînait et des accordés qui traînaient dans sa salle de danse. Et un jour, le dimanche, je suis descendu dans sa salle et puis j'ai commencé à découvrir cet instrument incroyable qui est le piano avec toutes ses harmonies. Et oui, la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai sorti quelques 45 tours dans les années 80, quand c'était encore l'époque où on faisait des tubes avec Donc je sortais toujours une version française et une version anglaise pour l'étranger, notamment pour l'Allemagne, où j'ai eu là-bas vraiment une grosse carrière en tant que chanteur, puisque j'ai des disques qui au top 50 étaient classés même avant Michael Jackson. Ah ouais, au top 50. C'était assez incroyable. Voilà. Et puis je te vois venir avec ta question. Eh ben oui, parce que musicalement, donc tu as pas mal évolué dans ce que tu peux proposer au public, et maintenant donc tu es avec un groupe, c'est ça? Oui. Alors j'ai monté un groupe il y a 2 ans. Voilà, il s'appelle Pierre Cosso & Co. Le & Co est très important pour moi parce qu'autour de moi, j'ai des musiciens locaux, ce sont vraiment des virtuoses. Et avant d'être des virtuoses, ce sont des amis. Oui, ça a l'air. Ce groupe s'est fait naturellement. Voilà, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai perdu mon papa. Ça a été un choc pour moi parce que j'étais très proche de lui. Et pour ne pas sombrer dans l'abîme de son absence, je me suis raccroché au corps de ma guitare et j'ai rencontré l'inspiration. Je ne sais pas si c'est mon papa qui m'envoyait des mélodies et des textes de là-haut, mais j'ai commencé à écrire d'une manière fluide, évidente. J'ai eu l'impression que certaines mélodies ont eu besoin de moi pour naître. Et autour de moi s'est formé un groupe qui s'appelle donc le Pierre Cosso & Co. On a sorti plusieurs titres déjà dans les radios locales en Polynésie. On a terminé l'enregistrement d'un album qui est au pressage en ce moment. Parce donc il est prêt. L'album la pochette est terminée. Il faut aujourd'hui 16 semaines pour presser un album. C'est ce qui a retardé donc la sortie de l'album qui doit sortir l'année prochaine en février. Il s'appelle Pour un monde meilleur. On va avoir une série de concerts en France. Ah, génial. Donc, on va avoir deux dates à Paris et à l'Alhambra. Oui. On va faire un concert à Lille, à Bordeaux, à Nantes. Il y a d'autres dates qui vont s'ajouter. Bon, faut venir en Auvergne aussi, ou à Lyon, au moins. Oui, exactement, ou à Lyon. Ouais. Avant de commencer, je pense, une tournée pendant les festivals cet été. Donc c'est un bouleversement dans ma vie. L'album a été mixé à Paris. Il a été masterisé à New York. Et quand je l'ai reçu, je peux te dire que je me suis fait une écoute. Et j'avais les larmes qui me sont montées aux yeux parce que titre après titre, à chaque fois c'est une aventure. Et quand l'album existe, la sensation qu'on éprouve, c'est que il ne t'appartient plus cet album. Oui. Il existe de par lui-même. Et j'ai hâte que le public le découvre. Il peut déjà le découvrir sur notre chaîne YouTube Pierre Cosso & Co. On a plusieurs clips dessus. On a notamment le clip de Ainsi va la vie, qui est un reggae solaire. Un reggae bossa, je veux dire très solaire, où je fais un peu une critique des réseaux sociaux actuels.
avec une vidéo qui a fait près de 500 000 vues sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu vraiment les gens ça, à la regarder. Et puis dernièrement, on a sorti un titre qui s'appelle Moana. Oui, j'allais t'en parler, très émouvant. Oui, c'est un titre émouvant. C'est un titre que j'ai écrit pour mon grand-père Fahamou. Alors qu'est-ce que c'est qu'un grand-père Fahamou en Polynésie? En Polynésie, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit d'avoir plusieurs familles. Alors, mon grand-père Fahamou ici, c'est mon grand-père de cœur. C'est le grand-père de ma femme, en fait, qui est parti dans un meilleur monde, pour un monde meilleur, on va dire, il y a quelques mois, à l'âge de 104 ans. Ah oui. Maxime a fait le débarquement en répondant volontaire à l'appel du général de Gaulle, comme 300 Océaniens. On dit pas, à l'époque, on disait pas Polynésiens, mais Océaniens. Il s'appelait les Tamaris volontaires. Et donc, j'ai écrit un titre pour raconter l'histoire de Moana, qui est un jeune qui vit en Polynésie, dans son lagon, et dont le rêve est de devenir pilote d'avion. Et son père lui conseille de se porter volontaire et de s'engager dans l'armée de l'air. Et il part. Il part rejoindre la France sans savoir qu'il est à la veille de 1939. Et c'est une histoire vraie. Et évidemment, il meurt à la guerre et son père, sa famille, lui exprime des regrets. Et je voulais donc rendre un hommage à travers cette chanson, triste. Oui, certes, qui donne des frissons, mais avec un clip que j'invite les gens à regarder sur YouTube, où j'ai fait un travail de recherche monumental dans les archives pour retrouver Moana jeune et le faire évoluer à travers la guerre. Justement, on va se quitter, Pierre, en écoutant Moana. Et on est vraiment ravis de t'avoir eu dans l'émission. Tu as ensoleillé notre week-end. Et à bientôt, alors sur scène et puis bien sûr sur cette antenne. Tu es le bienvenu.